forcément où vous voulez transmettre, céder, valoriser, vendre, qu'importe comment on l'appelle votre entreprise. Et dans ces cas-là, le problème, c'est que tout le monde tremble, tout le monde bégaye, plus personne ne sait quoi faire parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé, on n'a pas suffisamment pris les bonnes problématiques au bon moment. Et donc, c'est pour ça qu'on s'était dit que sur la finance d'entreprise, ce sujet est clairement crucial. Et donc, faisons un live, faisons une masterclass tous ensemble. Alors, moi, ce que je me permets, c'est déjà de vous donner la parole. Pourquoi ? Parce que c'est quand même important que vous vous présentiez, que vous nous partagiez vos actus, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et surtout pourquoi aujourd'hui vous êtes à ce micro pour parler de ce sujet-là. Bénédicte, je te laisse peut-être l'honneur. Oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Bénédicte Ciotti, je suis directrice financière à temps partagé et j'ai cofondé donc avec toi, Mehdi, StarDAF, qui est une agence de DAF à temps partagé. Et pourquoi je suis là aujourd'hui ? C'est parce que j'ai un petit passé de M&A aussi. J'ai travaillé 4 ans en fusion-acquisition sur ce qui s'appelle du small cap. Et donc, je suis ravie de pouvoir en discuter un peu plus en détail aujourd'hui. Très chouette. Ravi aussi que tu puisses te joindre à nous. Eliade, franchement, c'est un honneur de t'avoir avec nous et au micro. Qui tu es, même si je te demande ça avec beaucoup de modestie, parce que tout le monde te connaît. Donc voilà. Donc Eliade Samoun, conseil en fusion et acquisition d'entreprise. Donc grosso modo, j'accompagne des dirigeants qui veulent vendre leur entreprise, tout ou partie de leur entreprise, parce qu'on n'est pas forcément obligé de vendre toute son entreprise. Donc je suis associé chez Entreprise et Décisions, un cabinet, on est 7 personnes, associé avec Patrice Klug, à qui je passe le bonjour. Il nous écoute peut-être. Il nous écoute, effectivement. Donc on accompagne des entreprises qui font entre 5 à 100 millions de valorisation et sur tout le processus de vente. Parce que, comme on va y revenir plus tard, c'est un processus qui est complexe. Et effectivement, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour un peu donner des petits conseils aux dirigeants qui veulent préparer et bien vendre leur entreprise. Voilà. Très chouette. Et ça fait combien d'années que tu fais ça ? Ça fait 8 ans. Ok, voilà, bientôt 8 ans. Ouais. Bon, très très chouette. En tout cas, c'est encore une fois un plaisir d'avoir des experts et des expertes autour de cette table. Avant toute chose, bien évidemment, on remercie le public. Je sais que vous êtes déjà nombreux et nombreuses dans le chat. N'hésitez pas à être le plus actif possible, poser toutes vos questions. On les traite, que ce soit pendant le live ou en replay. Pourquoi ? Parce que ce live est bien enregistré dans des bonnes conditions. Donc, on vous le met bien évidemment après en replay. On remercie bien évidemment le partenaire, le sponsor, sans qui tout cela ne serait pas possible, à savoir Finpal, by Conto. Finpal, qu'est-ce que c'est ? C'est une communauté de financiers qui réunit aujourd'hui plus de 2500 financiers sur le forum Finpal et qui échangent au quotidien de problématiques de gestion et de finances d'entreprise au sens très large du terme. Donc encore une fois, un grand merci à eux et bien évidemment, on remercie toute l'équipe technique qui nous accueille aujourd'hui. Peut-être pour aller droit au but, moi ce que j'aime bien, chacun s'est présenté, mais j'aime bien faire un petit icebreaker toujours un peu dans le domaine, on va dire, histoire de casser un tout petit peu les codes. Du coup, je me permets, aujourd'hui, si vous étiez, on va rentrer un tout petit peu dans le détail, si vous étiez un multiple de valorisation, vous seriez lequel et combien ? Alors, le ou la qui prend la parole en premier serait bien aussi de rappeler ce qu'est tout simplement un multiple de valorisation. Et après, lâchez-vous. Qui veut prendre la parole ? Vas-y, je te laisse la parole. Merci Bénédicte. Et bonne question. Alors, je pense que je serai un petit multiple parce que j'ai pas une grosse corpulence. Et donc, c'est vrai que dans notre métier, on a l'habitude de dire que plus l'entreprise est grosse et plus le multiple peut être important. Et je pense que je serai aussi un multiple sur un secteur. Pour revenir au sujet, un multiple, je pense, 7-8 fois l'EBITDA sur un secteur résilient, donc soit la santé, soit le secteur du digital. Ok, très clair. On y reviendra parce que c'est intéressant que tu aies choisi l'EBITDA. Pourquoi ? Est-ce que c'est commun ? 7-8 fois, pareil, c'est quelque chose que j'entends assez souvent parler de ces multiples-là. Pareil, pourquoi ? Mais ok, très très intéressant. Et toi, Bénédicte ? Écoute, je pense que je vais faire ce que tu évoques, Eliade. Pareil, je ne serai pas un multiple de chiffre d'affaires, je serai plutôt un multiple d'EBITDA parce que la rentabilité, c'est vraiment au cœur de nos sujets et je pense de l'actualité et surtout du M&A aussi. Parce que peut-être on accompagne nous des plus petites structures chez StarDAF en tant que DAF à temps partagé. Allez, je serai un plus petit multiple parce que forcément des codes de taille, on en reviendra peut-être après dessus. Mais allez,
4-5 pour parler petite entreprise. Ce qui est la moyenne aujourd'hui, ce qu'on voit sur les TPE, PME. Ok. 4-5, Ouais. on va dire, fois l'EBITDA. Après, ça dépend du secteur. évidemment. Après, Ouais. tout dépend de quel EBITDA on Tout à fait, parle. exactement. Retraité ou pas? Ouais, EBITDA, exactement. retraité. Ça va partir en sujet fâcheux là. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et du coup, pour vous, dirigeants, dirigeantes qui nous écoutez, ou même pour vous, financiers, que Eliade et Bénédicte aient choisi comme multiple l'EBITDA. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, on est plus sur un contexte où on vient bien évidemment favoriser la rentabilité, l'EBITDA, parce que je vois que personne n'est parti sur des multiples de chiffre d'affaires. On sait qu'il y a quelques années, je crois que c'était aussi peut-être un peu plus courant, si je ne dis pas de bêtises. En fonction des secteurs Ouais, d'activité. exactement, ouais. c'est ça. On peut parler du chiffre d'affaires si on vise un SaaS, par exemple, un logiciel SaaS qui s'est créé il y a pas forcément très longtemps. Et donc, on va plutôt parler de multiples d'ARR, donc le chiffre d'affaires récurrent. Mais effectivement, grosso modo, on va plutôt parler de multiples d'EBITDA. C'est la référence en termes de valorisation en France notamment. Ok, très clair. Eh ben, écoutez, c'est très bien pour ce petit icebreaker. On rappelle le déroulé du live. Il se déroule en 4 parties. La première partie, c'est la recette express. Ça veut dire chacun, Bénédicte, Eliade, vont nous faire une petite masterclass d'1 minute, un conseil, quelque chose de très concret à appliquer. En partie 2, nous aurons le mythe flambé, où là, clairement, on va essayer de démystifier certains mythes autour de la valorisation de la cession du M&A, voir si c'est mythe ou réalité et pourquoi. Partie 3, nous aurons le plat raté, les anecdotes un peu croustillantes, quelque chose, un apprentissage, on va dire, que si c'était à refaire, comment on le ferait différemment. Et la partie 4, les questions qui piquent, donc les questions du public. N'hésitez encore une fois pas à toutes les poster. Nous avons Johanna qui les récolte tout au long du live et on y répondra dans cette partie 4. C'est parti ? C'est parti, go. let's go. Allez, let's go. Côté régie, merci beaucoup pour le jingle de la partie 1, la recette express. Oh. J'aime beaucoup. Eh ben c'est parti, partie 1, la recette express. Donc là, amis, j'aimerais que face caméra, vous nous donniez une leçon applicable, concrète, sur un sujet de votre choix, et bien évidemment en lien avec la session valorisation, transmission d'entreprise. Qui veut commencer ? Bénédicte, Allez, Voilà. je prends Tu pour prends. la recette. Allez, c'est parti. Peut-être déjà pour donner un peu de contexte et de pédagogie, comment se crée la valeur, comment se construit, comment se calcule la valeur d'une entreprise. Donc la valeur d'une entreprise, on a parlé de multiples d'EBITDA. Donc c'est l'EBITDA, retraité ou pas, fois un multiple. Mais ça, c'est la valeur de l'entreprise. Et en fait, derrière, il faut surtout qu'on parle de valeur des titres ou equity value en anglais, où là, on va venir ajouter la trésorerie nette, donc la trésorerie moins les dettes financières, ou à contrario, on va soustraire la dette nette. Donc ça, c'est super important. Et donc, c'est ça, en fait, qui crée vraiment, c'est cette valeur des titres, l'equity value. Et ensuite, il faut bien avoir en tête que valeur ne veut pas forcément dire prix. Tout à fait. Je me permets une petite question, parce que je sais que beaucoup de dirigeants se posent la question. La dette est toujours retraitée de la valorisation d'une entreprise ? Dette bancaire, classique. De la valeur de la valeur de l'entreprise, ouais, parce que pour voir effectivement pour avoir la valeur des titres, ce que disait Bénédicte. Je trouve qu'il y a un exemple qui est concret quand on pense à trésorerie, une boîte qui va avoir 1 million de trésorerie dans le compte en banque, bah oui, ce million, il vaut 1 million. Donc ça, bah, tu le valorises. Et donc, à contrario, tu dois de la même manière prendre en compte ces dettes financières D'accord, ok. qui font de la trésorerie en plus, mais qui n'est pas vraiment de la trésorerie de la société. Bien sûr. Mais du coup, un point important à avoir en tête, parce que parfois on a des dirigeants qui juste ne savent pas répondre à ce point-là. Si derrière on va chercher de l'endettement, de la dette financière, il y aura quand même un impact sur la valorisation de l'entreprise. sur le prix, ouais, tout à fait. Sur le prix. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Tout à fait. Sur Important la à valorisation, avoir ouais, en tête. exactement. Ok. Pour ça, on parle toujours, voilà, effectivement, de valeur d'entreprise. Quand sur une offre, une LOI, on va dire, c'est valeur d'entreprise, mais évidemment à laquelle on soustrait la dette et à laquelle on ajoute la trésorerie. Ok. Donc on va parler de dette financière nette sur de trésorerie financière nette. Mais bon, souvent, les PME, c'est vrai que comme elles ont quand même, pour certaines d'entre elles, quand même une trésorerie assez intéressante, et face à ça, ils ont peu ou pas beaucoup d'aides. Bon, ça dépend lesquelles. Donc on parle peut-être plutôt de trésorerie financière nette. Ouais. D'accord. Ok, très clair. Bon, excusez-moi, on a un tout petit peu digressé. Du coup, Bénédicte, t'allais nous dire. Oh bah moi c'était tout bon, hein. Je Ouais, pense que c'était mon point. Bon, l'action entre notions et entre valeur voilà, et prix. pour ce déjà qui est- comment se calcule la valeur. Ce qui est très Ok. important.
Du ça coup, monte, Eliade, voilà. je te donne le micro. Voilà. Moi, j'aimerais revenir effectivement sur l'intro que tu as faite tout à l'heure, Mehdi, donc sur les 500 000 entreprises qui seraient amenées à être vendues. Alors, malheureusement, sur ces 500 000, combien, en fait, moi, j'ai envie de dire, elles sont vendables, en fait. Et donc, si j'ai un conseil déjà, bon, ce qui paraît être un conseil très facile, mais c'est vraiment préparer l'opération 2-3 ans avant de vouloir vendre. Parce que, déjà, si j'ai un conseil, si je peux me donner un conseil, c'est vendez quand on n'est pas il faut vendre quand on n'est pas vendeur. Parce que Intéressant. c'est pas une fois qu'on en a marre de tout, une fois ouais, qu'on en a marre de tout qu'il faut vendre. Donc pour moi, déjà, préparer la structure 2-3 ans à l'avance. Et D'accord. donc, préparer la structure, c'est préparer le relais. Et souvent, dans les très petites structures, pourquoi elles ne sont pas vendables? Parce que bon, il y a peu, voire pas de salariés. Et donc, c'est le dirigeant qui fait tout. Et donc, dès le début, essayer de trouver quelqu'un à former, quelqu'un qui pourrait reprendre le relais. Parce que sans ça, effectivement, c'est une entreprise qui fermerait parce que aucun acheteur n'a envie d'acheter une structure vide. Ok, mais alors du coup, je me permets de te poser un peu cette question. Si on doit préparer le relais, ça veut dire qu'il faut continuer de se structurer, donc peut-être d'étoffer un peu son équipe. Mm. Qui dit étoffer son équipe dit peut-être aussi de dégrader sa rentabilité, et donc du coup dégrader le prix de vente final. Non, parce que pour moi, c'est un investissement qui est nécessaire. C'est un investissement que l'acheteur, dans tous les cas, n'importe quel acheteur comprendra. Et étoffer son équipe, c'est pas forcément parfois recruter aussi. C'est déjà voir en interne qui peut monter en compétence, qui a envie de monter en compétence, parce que parfois il y a des salariés qui n'ont pas envie de prendre la place du dirigeant, parce que c'est une autre responsabilité forcément. Donc déjà, c'est voir en interne qui pourrait prendre le relais, et c'est aussi structurer les process. Donc je pense Oui. vous en tant que DAF, Mm. voilà, Mehdi comme Bénédicte, structurer les process, pour moi, c'est très important. Donc, arriver aussi à digitaliser certains process qui nécessitaient peut-être auparavant de mettre une ou deux personnes. Ok. Ouais, Très tu clair. touches à un point clé qui est vraiment la dépendance aux dirigeants, Exactement, en ouais. fait. Et c'est vrai, on passe tout de suite de vendable à non vendable, en Ah, fait. tout à fait. Et c'est là où le DAF aussi est là pour accompagner dans la structuration, dans le financement de cette structuration. Et puis, pour le fun fact, il y a un peu un terme qu'on dit aussi habiller la mariée. Ouais. C'est ça aussi, 2-3 ans en amont. Tu l'as très justement dit, c'est des process qui s'anticipent parce que c'est des process longs en plus. Ah, bien sûr. Ça, il faut l'avoir en tête. Et un DAF va venir optimiser ça, et les bidas et la trésorerie pour maximiser la valeur. Exactement. Parce Ok. que voilà, c'est pas que financier, évidemment, une valorisation. Je crois qu'on y reviendra juste après, mais c'est aussi c'est au niveau des effectifs. Et combien d'acheteurs parfois appliquent une grosse décote. Enfin, une grosse décote, ça dépend évidemment de la structure, mais parce que ils sont pas rassurés sur la pérennité du business. Ouais. Ouais. Ok, très très clair. Et justement, pour revenir sur ce sujet d'habiller la mariée, on parlait d'écrire les process, de se structurer dans l'équipe. Tu as tout doucement évoqué des indicateurs financiers, rentabilité, trésorerie, etc. Est-ce qu'il y aurait, je ne sais pas, par exemple, vraiment 2, 3, 4 gros indicateurs financiers vraiment à surveiller en tant que dirigeant et surtout à optimiser, comme on le disait, 2-3 ans avant? Lesquels? Ouais, moi j'irais sur un point en particulier qui est le BFR, donc le besoin en fonds de roulement, parce que le BFR, cet argent qu'on peut avoir dans les stocks ou dans les créances clients, en fait c'est du stock que vous avez en moins sur votre trésorerie et donc qui ne sera pas valorisé au moment de la cession. Donc faire ce travail vraiment de chercher à optimiser ces postes-là, de vraiment optimiser son BFR, ça va avoir un vrai impact sur la valeur de l'entreprise. Ok, ouais. Je rejoins aussi voilà, ce que disait Bénédicte. Au-delà du BFR aussi, bon, il y a effectivement les marges. Hein. Les marges, faire en sorte soit des marges élevées mais stables, ou alors des marges en croissance. C'est montrer à l'acheteur demain que il n'y a pas de doute sur la pérennité de la marge. Et la marge, voilà, c'est très important, surtout en fonction des secteurs. Si on est dans un secteur de négoce, pour moi, la marge, c'est un indicateur clé. La marge brute, hein, je parle de la marge brute vraiment, auquel on va soustraire les coûts directs, les coûts terrain. Et il y a aussi, au-delà des bidas, c'est voilà, les bits aussi, parce que parfois, il y a des entreprises, en fait, elles veulent vendre, et on se rend compte après, en fait, quand on fait les audits ou je ne sais quoi, que elle n'a pas fait les investissements nécessaires. Donc, il y a un parc machine qui doit être renouvelé, il faut digitaliser certains process, donc il y a de l'investissement à faire, et forcément, ce qui va impacter aussi
l'EBIT. Donc voilà, c'est faire attention pour moi. Voilà, ça découle, hein, ces chiffres d'affaires, bon, les marges et l'EBITDA. Bon, parce que c'est vrai que l'EBITDA, à nouveau, c'est ce sur quoi on va se baser pour faire la valorisation. Ok. L'EBITDA Très clair. retraité. Et après, bon, et voilà, quand on parle d'EBITDA retraité, c'est la rémunération parfois, voilà, soit excessive du dirigeant ou alors pas forcément excessif. Donc ce qu'il faudra retraiter dans l'EBITDA. Ouais, d'accord, ok. Bah, du coup, en vrai, en message clé, j'ai quand même l'impression que tout le monde est plutôt unanime. C'est que on habille la mariée, ou du moins on prépare la session 2-3 ans en amont. Ça, plutôt, tout le monde est d'accord. Mais juste, est-ce que là-dessus, vous êtes aussi OK? On parle d'optimisation de marge. Tu parlais de croissance des marges. Mm. Intéressant. Mais du coup, vaut mieux privilégier la croissance du chiffre d'affaires ou la croissance des marges? C'est pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Après, effectivement, c'est croissance du chiffre d'affaires, pour moi, qui doit être aussi à surveiller. Je pense vendre une entreprise quand elle est, quand elle est en forme, quand elle est en croissance, bah forcément, voilà, ça paraît naturel, mais c'est beaucoup mieux parce qu'il y a des gens qui vont se dire, bah voilà, mais peut-être cette année, j'ai pas fait de croissance, mais les années passées, j'ai fait de la croissance. Ouais. L'acheteur, il va pas, il s'en fout du passé. Enfin, il va se baser sur le passé, évidemment, pour voir un peu l'historique du chiffre d'affaires, pardon. Mais il va surtout voir c'est l'avenir. Lui, s'il achète une entreprise aujourd'hui, est-ce qu'elle va continuer à faire le même niveau de croissance sans le dirigeant? Ouais. Donc, voilà, donc moi, je privilégie, voilà, je dirais le chiffre d'affaires en croissance. Et après, bon, il faut que les marges, évidemment, elles Les suivent. marges suivent. Ok. Ok. Eh ben, écoutez, très bien. Si ça vous va, je vous propose qu'on passe à la partie 2, à savoir le mythe flambé, histoire de démystifier quand même certains a priori qu'on peut avoir sur cette thématique-là. Génial. Régis, si ça vous va, jingle pour la partie 2. Eh bien, écoutez, du coup, ce que je vous propose, c'est que nous avons listé, on va dire, une petite dizaine de mythes dans cette tasse, que vous allez chacun votre tour piocher et essayer de démystifier un peu. Pas mal. Et voilà, l'idée, c'est qu'après, ça fasse un peu écho, ça fasse une discussion, etc. etc. Bénédicte, je te Allez. propose de commencer. Ah mince, attends. Bon, alors, Bénédicte, Alors. on peut tricher. Oh, ça fait très écho avec ce qu'on vient de dire. La rentabilité est le critère principal de valorisation. Oui, majoritairement, mais pas que, comme tu l'as évoqué. Il y a des sujets comme la dépendance aux dirigeants, l'attractivité du secteur également, hein, sur des spécificités, le portefeuille client également. Voilà, il peut y avoir des rachats stratégiques, des compétences. Des fois, tu parlais de logiciels aussi. Ça peut être un grand groupe qui n'a pas encore une brique, qui cherche à faire l'acquisition d'un nouveau logiciel. Donc, oui, bien évidemment, c'est la rentabilité, mais pas que. Ok, très clair, très pédagogue. Très bonne réponse. Franchement, droit au but. Eliade? C'est à moi de piocher. Je stresse. Une entreprise vaut ce que dit Excel. Alors, oui et non, non. Plutôt non. Enfin, je dirais, c'est que ce que dit Excel, ça peut servir de base et ça doit servir de base de négociation. La réalité, c'est que on peut mettre sur Excel une entreprise qui affiche 10 millions de valorisation. Et si en face, il n'y a aucun acheteur qui est prêt à mettre les 10 millions, en fait, l'entreprise, elle vaut rien. Donc, Excel, quand on dit Excel, c'est faire une valorisation voilà, sur Excel. Ça doit servir au niveau des négociations, en base. Mais après, il faut expliquer, il faut justifier cette valorisation. Pourquoi? Pour quelles raisons? Donc, c'est un côté aussi narratif. Et on ne va pas forcément parler de la même façon à l'acheteur 1 comme à l'acheteur 2. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des rachats stratégiques. Parfois, si c'est des fonds d'investissement, ils vont plutôt avoir une logique forcément purement financière derrière. Et donc, c'est arriver à justifier cette valorisation. Parce que si demain, tu n'es pas capable, tu dis, oui, mon entreprise, elle vaut 10 millions, combien de dirigeants, parfois, avec qui j'échange, me disent, oui, bah voilà, moi, on m'a dit que ça valait tant, ça valait... Non, si ça valait tant, tu aurais déjà reçu des offres. Et ça ne ferait pas 2 ans que tu serais en vente. Ouais. Donc, c'est arriver à justifier cette valorisation. Et surtout, il y a des critères extra-financiers qu'on ne peut pas forcément prendre en compte. C'est le management, la gouvernance, c'est tout ce qui n'est pas forcément modélisable. D'accord. Ok.
Ok, non mais très 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 clair. J'avais un point mais je le garde pour tout à Vas-y, l'heure. ouais. Je le garde pour tout à l'heure. Il va nous cuisiner. Je sens. Non, non, J'ai vu le petit regard fourbe là. très clair. Bénédicte, je te propose, Allez. on a encore un petit peu de temps, donc je te propose qu'on On en en fasse au moins un profite. chacun. Voilà. Le multiple dépend uniquement du secteur. Ah Alors, voilà, et ça fait peut-être aussi un peu écho à ce Ouais. que vous disiez en Ouais. intro. Vous n'étiez pas forcément sur les mêmes multiples. Mm. Tu avais émis aussi multiples, tout ce qui est en lien avec la santé, par exemple. Digital, etc. tout à fait. Dis-nous en plus. Alors, c'est toujours oui et non, mais surtout non. En effet, c'est pas uniquement le secteur. On parle également de décote. Donc, pour rentrer peut-être plus dans des sujets techniques, mais donc, en gros, quand on regarde les côtés multiples, on prend souvent des comparables de marché. Qu'est-ce qui s'est fait? Et les valorisations, elles sont souvent accessibles. On connaît les montants, les valorisations, etc. sur des plus grosses structures. Donc, forcément, déjà, en termes de multiples, il y a un décote qui s'appelle un décote de taille. Plus l'entreprise va être plus petite et plus parce qu'elle est plus fragile en fait, et ben déjà ça, le multiple va devoir prendre en compte ça. Donc D'accord. ça, il y a déjà une décote de taille. Et après, il y a cette décote d'illiquidité aussi, parce que de se dire que tu achètes une entreprise qui est cotée, ou du moins des parts d'une entreprise cotée, où là tu peux revendre sur un marché, ou au contraire une entreprise non cotée, à nouveau pareil, la liquidité des titres, et ça a une certaine valeur. Et donc ça, D'accord. on le prend en compte. En sachant que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, les secteurs les moins valorisés, ça va être les secteurs par exemple, du négoce, secteur du bâtiment, parce que il n'y a aucune récurrence du chiffre d'affaires, c'est très cyclique, il n'y a pas de prévisibilité, donc c'est des secteurs qui sont moins bien valorisés, quoi. D'accord. Et qui sont soumis aux variations économiques aussi. Exactement, c'est ouais. ça, tout à fait. Ok, côté digital, justement. Digital, dont on parlait tout à l'heure. Ça dépend là, dans quel secteur, mais par exemple, sur des ESN, on va dire classiques, et ça va dépendre évidemment de la taille de l'ESN, mais on peut tourner aujourd'hui entre 6 à 7 fois, parfois, voilà, 8 fois les bidas, en sachant que plus on est gros, plus on est rentable, et plus on se rapproche de la fourchette haute. D'accord. Sauf s'il y a des éléments, des alertes rouges, on va dire, qui peuvent être identifiés au cours d'une analyse. D'accord. Ok. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui crée la valeur, c'est la visibilité, et notamment sur le chiffre d'affaires. Donc même si on est sur des entreprises de ces secteurs où on sait qu'il y a des variations, d'avoir des contrats sur de la durée, avec des engagements, peut-être avoir des prises de commandes, tout ça permet aussi, même si on est sur des secteurs peut-être un peu moins sexy, entre guillemets, de pouvoir aller chercher des points en plus de valorisation. Et ça, c'est important. Et c'est ça aussi, quand on disait habiller la mariée, c'est peut-être se dire, OK, moi, je contractualise avec mes clients, mais en fait, demain, je vais plutôt contractualiser sur des plus longue durée. Ça permet d'obtenir plus de visibilité dans mes projections, et donc pour un acquéreur, ça le sécurise dans son rachat, et donc ça maximise la valorisation. Tout à fait. C'est ultra rassurant, surtout si un dirigeant veut faire une opération avec un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, ce qui est intéressé, c'est la récurrence. Ouais. Un acheteur stratégique, évidemment, c'est important pour lui, mais il pourrait faire fi de ça si la boîte qu'il rachète représente pour lui quelque chose de purement stratégique. Ok. Effectivement, très clair. c'est de la récurrence. C'est pour ça que les boîtes SaaS, par exemple, où il y a de la récurrence, elles valent cher aussi. Oui, bien sûr. On a une question de Thomas là, dans le chat en live. Qui prend la question, ça, je vous laisserai choisir. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre la valeur et le prix, la valeur perçue, point d'interrogation, le secteur, point d'interrogation, l'actualité ou les actualités, point d'interrogation? C'est une vaste question qui touche plein de sujets. Ouais, effectivement, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, la différence entre, voilà, c'est vrai que la valeur perçue et le prix, c'est que on a tous parfois une idée en tête de ce que peut valoir son entreprise. Parce que soit on a un ami qui a la même boîte, qui s'est fait racheter, ou soit parce qu'on a lu dans la presse, il y a eu tel rachat sur tel multiple. Sauf que deux entreprises parfois similaires ne valent pas la même chose. Parce que, comme aussi tu l'as dit de Bénédicte, il y a la question de la dépendance client, la récurrence du chiffre d'affaires, le portefeuille, la dépendance au niveau du dirigeant, la localisation aussi, parce qu'une ville qui est à Paris, une entreprise qui est à Paris vaut parfois plus cher qu'une entreprise en province. Enfin, ça dépend du secteur, mais et en fait, la différence entre valorisation et prix, c'est ça. La valorisation, c'est ce qu'on va calculer entre guillemets de façon mathématique, par exemple, soit sur un multiple d'EBITDA ou au travers d'un DCF, d'un discounted cash flow. Et le prix. Le prix, c'est
à l'issue de l'offre et la demande, donc la mise en compétition avec les acheteurs, que ça, c'est le prix. C'est ce qu'un acheteur est prêt à mettre. Et c'est là où on va figer évidemment la valorisation. Donc c'est la valorisation qui va devenir le prix. Ok. De toute façon, c'est un peu comme quand on veut vendre sa maison, hein, on pense toujours qu'elle vaut plus cher et c'est pareil avec son entreprise. Tout à fait. Juste en 2 mots, on a très peu parlé, tu viens de l'évoquer, du DCF, pardon. Pourquoi c'est plus à la mode? C'est pas que c'est plus à la mode, c'est qu'on utilise surtout ça pour des sociétés en croissance. C'est très très compliqué, parce qu'il y a énormément d'hypothèses à prendre en compte. Il y a toujours même le taux d'actualisation en gros qui reflète le coût du risque, on va dire le risque perçu par le marché. On utilise on utilise rarement le DCF. Ça peut être intéressant si on veut croiser parfois plusieurs multiples, mais c'est surtout utilisé pour les sociétés en croissance. Donc très souvent peut-être pour les startups qui viennent de débuter. Donc il n'y a pas de base, donc on va émettre des hypothèses et le fonds il va essayer de voir dans 5 ans à quel moment à quel prix je peux revendre l'entreprise. Donc dans le marché des PME, enfin, tu me confirmeras ou tu m'affirmeras ça, mais c'est principalement la méthode des multiples. Voilà. D'accord. Si on a le temps, je voudrais juste revenir sur un Bien des points sûr. de Thomas, où Thomas, tu posais la question sur l'actualité également. Oui. Et en effet, ça, c'est quelque chose qui influe aussi beaucoup, et malgré tous les efforts du dirigeant, et qui peut être très frustrant. Alors pareil, tu me diras si tu as un peu la même lecture, mais typiquement l'année prochaine, année d'élection présidentielle, Ouais. on sait que ça aura forcément un impact, parce que ça va geler beaucoup de choses, on manque de visibilité, le marché va être très attentiste, et donc typiquement, ça a un impact. Et puis toute l'actualité qu'on a à l'international en ce moment aussi, bien évidemment, parce que les coûts de matières premières flambent, etc. Exactement. Donc oui, l'actualité, ça en plus, il faut, au-delà déjà de l'entreprise, il faut arriver à naviguer avec ce flot d'actualité qui n'est pas toujours très simple. Effectivement, pour revenir sur l'actualité, ce que tu disais, Bénédicte, récemment, il y a 2-3 dirigeants qui ont retardé, qui ont dit recontactez-moi plutôt après les élections présidentielles pour voir comment ça se passe. Ouais. Parce que c'est vrai que l'incertitude pèse sur la décision du dirigeant de vendre. Il ne sait pas si effectivement c'est le bon moment de vendre maintenant ou peut-être après, d'autant plus si on travaille dans le secteur public. D'accord. Secteur public qui D'autant dépend plus, ouais, en effet. forcément de ce qui va arriver pour les présidentielles. Ok. C'est vrai que du coup, peut-être en mini-conclusion sur cette partie-là, on se rend compte quand même que vendre son entreprise, ça s'anticipe énormément, mais ça reste malgré tout très incertain, parce qu'on voit que même si on habille financièrement 2-3 ans avant la mariée, le jour J ou la période en question, il peut y avoir une actualité brûlante Tout à qui nous fait. tombe dessus. Et donc, ça peut repousser, mais pendant ce temps-là, je sais pas, on perd un marché, donc notre chiffre d'affaires dégringole. Enfin bref, on voit que c'est quelque chose qui reste malgré tout incertain, qui s'anticipe. Et donc, c'est un challenge en plus pour tous les dirigeants qui nous écoutent. Tout à fait. Vraiment. Surtout qu'on est sur un marché baissier quand même. Les valorisations, elles font que elles baissent depuis l'ère Covid. Donc, on n'est plus sur le même niveau de multiples qu'on l'était post-Covid où l'argent entre guillemets coulait à flot parce que les taux étaient très très bas, voire presque quasi nuls. Donc, les fonds arrivaient à se financer, à lever beaucoup d'argent, donc avaient beaucoup de capitaux à investir. Les entreprises, pareil. Et donc, ce qui avait un impact sur le prix, parce que plus un acheteur arrivait à se financer, parce qu'on dit aussi que le prix, ça aussi, on peut dire que c'est une méthode de prix, c'est une méthode de valorisation, c'est que le prix, au final, c'est la capacité de financement de l'acheteur. Un acheteur, il va payer le prix, il va payer sa capacité de financement. Voilà, moi, je peux lever tant d'argent, donc ce sera mon prix. Oui, bien sûr. Ok. Très très clair. Je vous propose de passer à la partie 3, une partie qui est vraiment attendue par notre audience, à savoir le plat raté, les petites anecdotes croustillantes, les apprentissages qu'on aurait pu faire ou ce qu'on aurait pu mieux faire. La régie, jingle pour la partie 3, s'il vous plaît. Eh bien, on se retrouve, partie 3, c'est le moment confession, c'est le moment du plat qui a cramé, le plat raté, les anecdotes, tout en restant bien évidemment dans la confidentialité. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer des apprentissages, quelque chose qu'on aurait pu mieux faire, qu'on aurait pu mieux anticiper, ou juste des anecdotes croustillantes, c'est pas grave. Bénédicte, tu veux commencer ?
Allez, si tu veux. Moi, j'ai une anecdote. Alors, j'ai beaucoup plus d'anecdotes en M&A qu'aujourd'hui en tant que DAF. J'en ai plein, mais si je devais en raconter une, j'accompagnais avec l'associé avec qui je travaillais une société dans le transport. Je crois que j'ai eu ce dossier quand je suis arrivée dans le cabinet de M&A pour lequel je travaillais, donc Sociétex en l'occurrence, jusqu'à la fin, jusqu'à quasiment mon départ. Et c'était un groupe familial avec 20 personnes actionnaires. Et c'était très, très compliqué de faire avancer tout le monde en même temps. Vous imaginez les dîners de famille, vous imaginez les histoires de famille. Donc là, on démultiplie ça dans le cadre d'une session d'entreprise, d'un groupe d'entreprise, un groupe familial. Et donc, ça a été un process mené très, très long, très complexe à gérer, jusqu'au closing, donc vraiment le jour où on signe les documents, c'était encore très incertain. Et l'associé de l'époque a fait quelque chose qui, du coup, moi, je m'en souviens toujours, et du coup, dans les négos, je m'en sers toujours. Il avait mis le closing à 10h du matin. Alors, vous allez me dire, OK, pourquoi 10h du matin ? Oui. Parce que du coup, ça ne laissait que 2 heures jusqu'au déjeuner. Et après déjeuner, appel du ventre, obliger tout le monde d'accélérer et de signer. Et c'est comme ça qu'on a bien bouclé. Donc voilà, en technique de négo, placer un gros rendez-vous avant le déjeuner pour faire accélérer tout le monde. Sinon, on aurait pu, si on avait fait ça l'après-midi, on aurait fini à minuit, etc. Mais là, voilà, c'est comme ça qu'on a finalisé ce deal. Okay. La prochaine fois, on mettra le live avant le déjeuner. Avant le déjeuner. Non, mais très chouette. Et j'avoue que oui, là, tu soulèves pour le coup de nombreuses problématiques. Bah oui, bien sûr, des relations familiales. Tu rajoutes une composante d'argent, une composante d'entreprise, de vente, de timing. Et c'est vraiment drôle parce que du coup, quand on parle de M&A, session valorisation d'entreprise, on imagine des financiers, encore une fois, derrière leur tableau Excel, etc. Bah là, on se rend compte qu'il y a une dimension psychologique, pédagogique énorme, qui est énorme. C'est vrai que c'est énorme. Peut-être, oui, on n'en a pas encore parlé, mais il y a une dimension parce que il y a une valeur, un attachement. Et c'est vrai qu'il y a une question aussi avant de vendre son entreprise. Et moi, j'aime bien poser aux dirigeants, c'est OK, mais qu'est-ce que vous faites après ? Vous avez déjà réfléchi à l'après ? Et ça, c'est une vraie question qui est super importante. En fait. Ah ouais, pour moi qu'il faut poser même avant, qu'il faut se poser bien avant, parce que combien de dirigeants après en fait tombent en dépression, et c'est pas un faible mot, hein, c'est vraiment ils tombent vraiment en dépression parce qu'ils se sont pas projetés dans l'après. Et être dirigeant, c'est un statut social, c'est avoir un attachement avec ses équipes, c'est travailler tout simplement. Quand on dit que le travail c'est la santé, c'est parce que c'est des dirigeants souvent dans le PME, TPE, PME. Ils ont commencé, en fait, même pour certains d'entre eux, en bas de l'échelle. Ils ont tout gravi, donc ils ont fait que travailler toute leur vie. Donc, du jour au lendemain, OK, même s'ils ont un gros chèque sur leur compte en banque, si tu sais pas quoi faire de demain avec, c'est bien le golf, mais pas que. Exactement. Et même, travailler aussi la psychologie du dirigeant, c'est qu'il soit prêt à vendre. Et c'est pas d'un coup qu'il il a peur, il va se rétracter. Bien avant, c'est déjà arrivé. Qu'un dirigeant, au final, se dise quelques jours avant le closing, en fait, pourquoi je veux vendre ? Je veux pas vendre, en fait. Ouais. Et du coup, ça me rappelle aussi alors, c'est plutôt mon associé. Il accompagnait un groupe familial. Encore une fois, il voulait accompagner un groupe familial, donc il avait il pitché le patron. Donc le patron était prêt à lui confier. Il lui a confié un mandat. Et donc la suite des choses, c'est qu'on fait le mémorandum d'information, donc le dossier de présentation complet, etc., dans lequel on décrit l'activité de l'entreprise, etc. Et en fait, à la base, le patron, il voulait pas transmettre à ses enfants parce qu'aucun de ses enfants ne voulait reprendre l'entreprise. D'accord. Et sauf qu'à un moment donné, donc il y a un de ses fils qui lit le dossier de présentation. Il commence à regarder, mais en fait, papa, c'est incroyable ce que tu fais, je trouve que c'est sexy comme activité, j'avais pas vu ça comme ça. Et au final, c'est le fils qui a repris la boîte. C'est une belle histoire, ça. Il n'y a pas eu de processus, donc forcément, c'est toujours pour le conseil M&A, c'est frustrant parce que tu te dis, c'est un beau dossier qu'on aurait pu mener. Une autre anecdote aussi, c'est lié au financement de l'acheteur. Nous, à un moment donné, donc, on était un process, on était presque jusqu'au bout, on était en exclusivité avec un acheteur. Et l'acheteur qui devait avoir la capacité de financement, en tous les cas, il nous rassurait sans cesse sur ça, etc.
Et jusqu'au jour où il nous appelle, il dit, mais en fait, j'ai reçu un refus de la banque pour cette acquisition. Et donc, en fait, le problème, c'est que rebelote, tu es obligé soit de revenir en arrière, de contacter les acheteurs avec qui tu avais discuté, mais parfois, les acheteurs avec qui tu avais discuté, tu reviens les voir, ils disent non, c'est bon, c'est fini, je suis passé à autre chose, ou alors je suis sur un autre dossier. Et il y a aussi la confidentialité. Revenir aussi, c'est que il faut surtout pas ébruiter l'information. Surtout pas ébruiter l'information, parce que un salarié, par exemple, qui est au courant bien en amont du processus de vente, il peut avoir peur. Et donc, c'est déjà arrivé que certains membres d'une équipe partent parce qu'ils se sont dit, bah ouais, mais demain, je sais pas qui va me racheter, j'ai peur pour ma place, on va me virer. Donc, je vais anticiper ça et je vais partir autre part. Et D'accord. donc, et l'acheteur qui voit ça, il se dit, mais attendez, vous avez une fuite de talent, de compétences, moi, j'achète plus, ou alors ça a un impact sur le prix. Donc, Ouais. Et là, tu soulèves un point clé où il y a une obligation légale aussi, la avec la loi loi Hamon, tout à fait. qui oblige l'acquéreur d'informer. Et donc, c'est une loi qui a juste obligation d'information, pas plus, mais qui est clé et dont le timing est super important Ouais, dans tout le à fait. processus M&A. Ouais. Mais, franchement, c'est vachement intéressant parce que là, dans cette section, on va dire un peu des anecdotes, on a quand même soulevé des sujets qui sont très nettement extra-financiers. Toi, tu as parlé de discussion, de pédagogie. Tu as parlé même un moment d'un sujet, je pense, on passe trop souvent à côté, qui est de dépression carrément de l'entrepreneur. On parle beaucoup de burn-out de l'entrepreneur au moment où on se lance, au moment où on fait 36 000 choses, etc. Mais on ne parle pas, ou alors je suis vraiment passé à côté, de dépression post-session du dirigeant, de l'entrepreneur. Et ça, pour le coup, oui, vous, là-dessus, vous avez un vrai travail de pédagogie, de psychologie. Tu as même parlé de salariés, donc du coup de salariés auxquels il faut faire preuve de pédagogie. Pour pas leur faire peur, parce qu'une aventure de session, de vente, etc., pour les équipes en interne, ça peut aussi être parfois une belle histoire. L'aventure ne s'arrête pas forcément. Donc, c'est vrai qu'on s'est écarté des sujets financiers, ce qui est aussi sympa pour mettre en avant aussi tout le rôle que vous pouvez, que vous devez avoir auprès des dirigeants sur la psychologie, pédagogie, parler, les négos, etc. Et c'est vachement intéressant pour le coup. Et c'est en ça que le métier de M&A est passionnant, je trouve. Et c'est pluridimensionnel parce qu'effectivement, il y a la partie financière, évidemment, qui est le socle, qui est la base. Mais nous, on fait toujours le travail quand on accompagne un dirigeant. C'est aussi déjà de comprendre quelle est sa place dans l'organisation. Donc, c'est l'aider aussi à revoir son organisation. C'est faire en sorte que... Parce que beaucoup de dirigeants, au final, font des choses qu'ils n'aiment pas faire au quotidien et qui n'apportent pas de valeur à l'entreprise. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de voir qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il n'aime pas faire, qu'est-ce qu'il peut déléguer et qui peut faire cette tâche mieux que lui. Une fois qu'on a fait ça, le dirigeant peut se consacrer à des choses essentielles, des choses qui vont créer de la valeur pendant le processus de vente. Donc, parce que c'est là l'erreur aussi que font certains dirigeants, c'est de se dire c'est bon, je suis en vente, donc je suis en discussion avec un acheteur, je peux délaisser le business. Non, c'est dans ces moments-là, il faut redoubler d'efforts pour générer encore plus de business et rassurer l'acheteur. Et donc, c'est revoir l'organisation, c'est structurer l'équipe. Parce qu'au final, c'est l'aider aussi évidemment à travailler parfois ses marges, sa rentabilité, l'aider à recruter. C'est beaucoup de choses qui font que ça permet d'obtenir une meilleure offre. Et après, on obtient une meilleure offre. Une fois que tout ce travail de préparation est fait, c'est la mise en compétition. Et ça, il y a des dirigeants parfois qui me disent c'est bon, j'ai reçu, qui me contactent et qui me disent on m'a fait une offre que je vais accepter. Il dit mais et il me dit ça paraît être une belle offre. Tu sais pas tant que t'as pas contacté d'autres acheteurs. Donc pour moi la meilleure il faut ce qui fait augmenter la valorisation, c'est vraiment la mise en compétition. Soit du attract, ce qu'on appelle du attract, c'est à la fois avec des fonds d'investissement mais aussi des acheteurs stratégiques. Bon, pour les fonds d'investissement, les fonds de private equity, ils ont évidemment des critères financiers, donc il faut au moins faire déjà un certain niveau de rentabilité, au moins 1 million pour la plupart d'entre eux, voire plus, et après cocher certaines cases. Ok. Écoutez, très très chouette. Je vous propose, parce que je vois l'heure qui tourne, qu'on passe à la partie 4, donc la dernière partie de ce talk show, à savoir les questions qui piquent. Régie, on peut mettre les jeux. Alors, on se retrouve pour cette partie 4, les questions qui piquent. Donc là, pour le coup, on avait récolté déjà des questions en amont. Il y a eu quand même pas mal de questions pendant nos échanges. Donc clairement, on ne va pas pouvoir
y répondre à tous, c'est normal. Par contre, vous pourrez retrouver toutes les questions sur Finpal, où là, pour le coup, on s'efforcera bien évidemment et avec grand plaisir d'y répondre par écrit, juste après ce live, ou si vous le regardez en replay, du coup, elles seront déjà disponibles. Je vous propose quand même qu'on en fasse quelques-unes. Allez. Voilà. Avec Puis plaisir. on voit l'heure qui tourne, mais c'est pas grave. Au hasard, je prends par exemple la dernière, Alexandre qui nous pose: quel est le TRI moyen visé par les fonds? En moyenne, enfin après, évidemment, ça dépend des fonds, ça dépend du type d'opération qu'ils vont faire, mais Peut-être juste 20%. TRI. Tu Ouais. peux définir le TRI, on ne sait jamais. Ouais, en gros, Méthodologie. c'est le taux de rendement interne, le taux de rentabilité interne, c'est qu'est-ce qu'ils espèrent obtenir à l'issue de l'opération, grosso modo, en fait, c'est ça. Donc, on va dire que c'est 20%, mais évidemment, c'est tout dépend des fonds. Si je dois faire une moyenne, je dirais c'est peut-être 20%, ouais. D'accord. Ok. Ce qui est chouette, en effet. Parce qu'au final, un fonds de ce qu'on appelle venture capital, un capital risque, Ouais. un fonds de startup, il va exiger beaucoup plus parce que le risque est beaucoup plus élevé. Un fonds de capital développement, capital transmission, il est sur une entreprise qui a une certaine maturité, donc le risque est moins élevé. Donc forcément, la rentabilité, elle est enfin, une rentabilité qui est un peu moindre. Pas qui est D'accord. moindre. Ok. Une autre question qui pique, peut-être je me tourne vers toi, Bénédicte. C'est un sujet qui, franchement, parfois, c'est un peu un running gag côté finance. On va aborder le sujet de l'EBITDA retraité. D'ailleurs, vous en avez quand même Ouais. bien souvent parlé. On sait qu'en finance, première lecture de l'EBITDA, toujours prendre un peu de recul. Pourquoi? Parce que les financiers, on est aussi des très bons maquilleurs, on va dire. On sait raconter des belles histoires. Et donc, du coup, Thomas nous demande, très juste titre, quels sont les éléments retraités ou à retraiter d'un EBITDA? Rémunération du dirigeant, tu parlais tout à l'heure de rémunération de dirigeant excessive, production immobilisée, subvention. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors c'est une excellente question. Je dirais, je catégoriserais déjà deux types de retraitements. Il y a des retraitements un petit peu financiers, et là on rentrera peut-être pas dans le technique, mais crédit bail, affacturage, voilà, qui peuvent avoir des impacts sur la rentabilité, production immobilisée également, qui est plutôt un élément comptable. Voilà, ça c'est, on va dire, des retraitements très financiers. Et puis après, il y a plutôt des retraitements opérationnels. Tu évoquais la rémunération du dirigeant. Un dirigeant qui, en effet, maximise sa rémunération parce que c'est son choix, il préfère avoir de la rémunération plutôt que des dividendes, qui n'est pas forcément standard représentatif du marché. Ça, on va pouvoir dire, bah oui, ok, il y a un impact sur la rentabilité, mais regardez la rémunération du dirigeant en face, ce n'est pas standard. Et puis, on peut avoir aussi des retraitements qu'on va dire opérationnels d'une année avec, je sais pas, un conflit, beaucoup d'honoraires juridiques, mais qui ne sont pas inhérents à l'activité, qu'on va dire exceptionnels. Et ben, à ce moment-là aussi, on va pouvoir les retraiter pour vraiment avoir une vision très claire de la rentabilité opérationnelle de l'activité. En fait, c'est ça qui va intéresser un acquéreur. C'est qu'est-ce que l'entreprise peut dégager comme rentabilité hors élément exceptionnel. D'accord, ouais. Et j'irais sur un point aussi très important, moi, c'est la rémunération parce que c'est souvent un élément à retraiter. Et il y a eu le cas d'une entreprise, hein, il y avait donc deux dirigeants. Les deux dirigeants se versaient au total à peu près 600 000 euros de rémunération. Donc, ils se sont dit, bon, on va retraiter à les 500 000 euros. Donc ça fait 500 000 euros en plus sur la rentabilité. Alors déjà, c'est totalement faux parce que un dirigeant d'une certaine taille de boîte, il faut voir ce qu'il vaut sur le marché. Donc on peut dire voilà, 200 000 euros chargés, je ne sais pas, après 150 000, 200 000 euros chargés. Et surtout, c'est l'acheteur. Deux dirigeants qui partent à la retraite, il faut les remplacer. Donc très souvent, il va les remplacer, soit il va devoir prendre déjà deux personnes, voire même parfois trois, parce que pour faire le travail de ces deux dirigeants. Donc là, au final, il n'y a presque même pas de retraitement à faire. Et il y a les dirigeants aussi à l'inverse qui se payent peu. Et donc, ils se disent, bah, c'est bon, en fait, je me paye peu, donc ma rentabilité, elle est belle. Non, parce qu'il faudra prévoir le coût du remplacement du dirigeant. Oui, bien sûr. Et donc là, ça va venir impacter les bidas. Et après, évidemment, il y a les loyers. Voilà, si ça appartient à la SCI, si le loyer il est sous-évalué, il faudra le mettre au niveau du marché. D'accord, ok. Je me permets une dernière question avant de conclure, malheureusement. Là, déjà, ouais. Voilà, il faut une petite dernière question. On parlait un peu du digital. Émeric nous pose une question intéressante. Au-delà de l'ARR ou de l'EBITDA, est-ce qu'un bon pipe commercial ou des clients qu'on peut appeler un peu sexy, fancy ou autres peuvent avoir un impact sur la valorisation, notamment lors des négociations? J'imagine que oui, mais si vous avez quelques petits éléments complémentaires, on est preneur.
Oui, Ouais, ouais. c'est ce qu'on évoquait sur la visibilité, en effet, et surtout sur la durée des contrats, hein. C'est presque ça qui va être plus valorisant pour l'entreprise. Après, c'est sûr aussi qu'il y a un côté un peu rassurant de travailler avec des grands groupes, de se dire qu'en fait, il y a une notoriété aussi, parce que on peut aussi acheter, on n'a pas parlé de marque, mais il y a une notion de marque également et de valeur de marque aussi. Et donc oui, bien sûr, ça a un impact positif. Mais Tout à fait, parce qu'un acheteur stratégique, il va acheter portefeuille client. oui. Lui, s'il n'a pas réussi à avoir ce type de client parce il fait pas forcément les mêmes activités ou parce qu'il n'a pas forcément la structure adéquate, il se dit, bah, il va racheter en même temps un portefeuille de grands comptes. Je ne vais pas citer des noms de grands comptes, mais voilà, donc ça fait partie effectivement des éléments de négociation. Ensuite, il faut voir aussi quelle est la durée, la nature et la modalité de ces contrats. Mais c'est rassurant, évidemment, d'avoir déjà un pipe commercial sur plusieurs années et aussi la qualité du portefeuille client, Ouais. bien sûr, Ah ouais. tout à fait. Mais du coup, c'est drôle parce qu'encore une fois, peut-être justement là pour commencer un peu la conclusion, on soulève encore une fois un sujet qui est extra-financier, peut être la notoriété, la marque, la brand ou autre, où aujourd'hui on sait qu'on vit de plus en plus dans un monde de communication, de plus en plus. Et donc du coup, c'est drôle de se dire que la communication, la marque, la notoriété, client ou autre, juste l'image externe qu'un dirigeant peut donner de son entreprise et de sa marque, va avoir bien évidemment un impact sur la valorisation et donc la vente. J'ai presque envie de dire le financier, c'est la base, comme tu l'as évoqué, et ça doit être le point de référence. Mais presque le financier, il a plus un impact post-session. Si on parle très rapidement de garantie actif-passif, Ouais, c'est vrai qu'on en a qui est pas un parlé, élément ouais. clé pour les dirigeants, et de se dire, voilà, c'est peut-être là où ça peut avoir un impact a posteriori aussi sur des éléments fiscaux, sociaux notamment, Tout à fait. etc. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que le financier accompagne ce qu'on va raconter aux acheteurs. C'est ça qui va rassurer les acheteurs. Mais en fait, ce qui va rassurer les acheteurs quand on s'en rend compte, quand on fait ce constat-là, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés sur la pérennité du business. Et qui fait le business? C'est la structure, c'est les commerciaux, c'est les top managers, c'est le dirigeant. Donc nous les opérations qu'on fait finalement très souvent, et c'est ce type d'opération qui permet aussi parfois d'augmenter la valorisation, enfin pas parfois, mais très souvent, c'est l'OBO. Donc c'est un LBO, donc c'est un honor buyout. C'est un genre de LBO dans lequel en fait c'est le dirigeant qui se rachète sa propre boîte. Ce qui D'accord, fait que le ouais. Ça, c'est dirigeant, une spécificité française et qui est géniale. ah ouais, vrai. exactement, bien sûr, parce que Mm. en fait, le dirigeant, il reste au capital. Il reste au capital de l'entreprise. Donc, ça rassure les fonds ou les acheteurs stratégiques, mais c'est surtout des opérations avec des fonds. Le fonds, il se dit, bah voilà, moi j'achète une boîte, j'investis dans une boîte, il y a toujours le patron. Et on va l'aider à structurer son organisation, à structurer sa croissance. Lui, c'est un visionnaire, il aime piloter la stratégie. Donc, on va miser sur lui pour avoir un meilleur multiple à la fin, quand on va sortir. Donc, et c'est ce qui permet, en fait, in fine, d'augmenter la valorisation. Parce que l'actif le plus important dans une boîte, c'est le dirigeant, surtout dans les petites Ouais. structures, Mm. TPE, PME. Donc, si le dirigeant il reste, c'est ça qui va permettre de rassurer les acheteurs. Et un acheteur qui est rassuré, c'est un acheteur qui sera prêt à mettre plus. Et c'est vrai que oui, tout l'accompagnement post-session, c'est un Ouais. élément qui peut Ah, sécuriser exactement, tout à fait. également à la fois la transaction, la cession et la valeur. Tout à fait. C'est une très bonne transition, en tout cas, vers la conclusion, parce qu'il est malheureusement temps de nous quitter tout Ah, on aurait doucement. tellement à les dire arbres. Ouais, c'est encore. vrai, en fait, ouais, c'est c'est Pour vrai, ouais. ceux qui nous écoutent en live, on a un tout petit peu débordé, donc merci beaucoup pour votre présence jusqu'au bout. Et pour ceux qui nous écoutent en replay, dans ce cas-là, j'espère que vous êtes toujours bien installés confortablement. En guise de conclusion, déjà, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à toi, Merci, Mehdi. Mehdi. Bénédicte. Merci beaucoup, merci, Merci, Bénédicte. Eliade. Franchement, toujours un immense plaisir d'avoir des experts, des expertes reconnus autour de mon micro. C'est franchement toujours un immense plaisir. Donc, un grand merci. Vous avez été très pédagogue et il y en aurait beaucoup, beaucoup à dire. Donc, Oh oui. voilà, on a Oui. essayé de faire simple et concis. Merci bien évidemment à tous ceux qui nous ont regardés en live ou qui nous regardent en replay. N'hésitez pas à commenter. On répond à chacun de vos commentaires, que ce soit pendant, après, même très longtemps après. Donc franchement, n'hésitez pas. Toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, vous les retrouverez sur Finpal, auxquelles nous allons y répondre. Et donc du coup, ça permet aussi de faire une très bonne transition vers le remerciement du partenaire Finpal, encore une fois, sans qui tout cela ne serait pas possible.
Eh ben écoutez, voilà, moi je sais pas, en guise de conclusion, je pourrais peut-être dire que j'ai beaucoup appris. Moi, voilà, je pratique aussi la finance d'entreprise au quotidien, mais c'est pas ma spécialité, donc ça fait franchement du bien de parler de ces sujets-là. Et encore une fois, on se rend compte que la finance, ce n'est pas que de l'Excel, ce n'est pas que des chiffres, c'est aussi beaucoup de pédagogie, de discussion, de négociation, de valeurs, de transmission, etc. Et franchement, ça fait du bien d'en parler, de s'en rendre compte encore une fois. Pour justement un peu casser ce mythe du financier, qu'importe la casquette qu'il est, derrière Excel, etc. On le voit bien. Et vous en êtes les parfaits exemples. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup, Bénédicte. C'était très intéressant. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup à dire. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que la finance fait tout. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses, évidemment. C'est très, très important. Mais il ne faut pas sous-estimer toute la partie opérationnelle, la partie humaine, qui fait partie intégrante du deal. Parce que il suffit même qu'un acheteur il sente pas bien les choses. C'est une question de feeling aussi. Quand on organise les management presentations, donc entre l'acheteur et le vendeur, en fait, il y en a, soit ils s'entendent pas ou leur vision ne correspond pas. Et donc la boîte, elle peut être très très belle. Si l'acheteur n'a pas la même vision ou si le vendeur trouve que l'acheteur, en fait, il va débrader son entreprise, il va pas réussir à la pérenniser, le deal, il se fait pas. Donc en fait, la finance doit servir à raconter quelque chose, mais surtout, ce qu'il raconte, c'est l'humain, quoi. Et voilà, il faut pouvoir le dire, surtout dans les TPE, PME, qui représentent la majorité de notre économie. Très chouette. Et en tout cas, un grand merci. On vous retrouve bien évidemment sur LinkedIn très facilement. Voilà, on vous suit tous et toutes de très près. Donc, pas dans la rue, j'espère. Voilà, pas dans la rue. Mais voilà, on vous retrouve très facilement. Encore une fois, un grand merci à distance. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode du Talk Show qui compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Merci. Ciao.